Bonjour à tous, je suis Amalric de Belfalas, ça c'est le nom de ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je tenais donc à présenter de nombreuses choses telles que justement le grand univers des Warhammer qui possède trois gammes. Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40 000 et Warhammer La Terre du Milieu. Donc voici une représentation. Je tenais aujourd'hui donc à vous présenter les règles de cette gamme qui sont donc très différentes des règles des deux autres gammes et elle se divise donc en plusieurs parties. Voilà. Bon visionnage. Donc, pour ce premier chapitre de règles, je vais vous recommander un livre, en soi un livre assez important quand vous jouez à le jeu de la gamme en question. C'est le livre de règles de la Terre du Milieu. Ce livre n'existe malheureusement qu'en anglais. C'est très embêtant parce que bon, j'ai dû tout traduire. Bon, je me suis débrouillé au final, mais bon, j'ai compris les règles. Avec Google Traduction, mais j'ai compris les règles. Il faut savoir donc qu'il y a trois manières de jouer à la gamme de Middle-earth. Le jeu narratif, le jeu ouvert et le jeu de match. Ces trois manières de jouer donc sont symbolisées par les mêmes règles de jeu du livre, simplement elles sont utilisées de manière différente. Donc pour commencer, je vais vous parler du match play, donc, qui se dit en anglais donc match play et en français jeu de match. Donc dans le match play, vous allez pouvoir choisir chacun une armée, l'une du bien et l'autre du mal. Chacun des joueurs va choisir son armée et ainsi va pouvoir se jouer la bataille. C'est une bataille donc qui permet de savoir quelle est l'armée la plus puissante parmi les deux joueurs. Il peut y avoir une sortie de points. On peut utiliser les points des armées car ça c'est quelque chose que je vous expliquerai plus tard. Effectivement, donc chaque armée a un nombre de points qui lui est donné. Et donc le match play permet de savoir quelle est l'armée la plus puissante. C'est un jeu assez basique parce que c'est toujours le même scénario, une sorte de choc frontal entre les deux armées. Voilà donc pour le match play. Deuxième manière de jouer, c'est le jeu ouvert, qui permet donc d'avoir un jeu assez particulier, étant donné qu'il n'y a pas de restrictions importantes. Ce que vous pouvez savoir dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de respect d'Alliance Matrix, que je vous expliquerai après, pas de respect de contexte historique, et pas non plus de respect envers les scénarios. Car oui, c'est vous qui créez votre scénario, qui mettez en scène vos armées sans être obligé de respecter le nombre de points, chose que je vous expliquerai également après. Oui, je sais, ça fait beaucoup de choses à expliquer après, mais vous inquiétez pas, vous comprendrez tout à la fin. Voilà, donc ça c'est pour le jeu ouvert. Dans le jeu, la troisième manière de jouer, le jeu narratif play en anglais, permet donc de jouer avec beaucoup de restrictions, au contraire. Mais ce ne sont pas des restrictions embêtantes, ce sont justement de bonnes restrictions, car il y a des scénarios. Et en fait, je me suis rendu compte récemment que ça, c'est tout petit par rapport à un vrai scénario. Un vrai scénario, c'est immense. Ça fait la taille du tapis que j'ai à côté de moi. La taille d'un tapis normal, en fait. C'est très grand, vraiment. Donc, il faut savoir que du coup, quand on joue sur des jeux de scénario, donc de narrative play, on a vraiment une puissance de jeu très grande. Voilà. Donc dans le narrative play, vous aurez donc tout un scénario qui va mettre en scène des héros donnés en respectant le contexte historique, en respectant le nombre de points, en respectant la taille du scénario bien sûr, et parfois même vous retrouverez des scènes des films telles que l'embûche des Tyliennes où les éléphants d'Arad avancent et se font attaquer par les troupes du Gondor. Ou d'autres scénarios, la bataille de Pelennor notamment, que vous pourrez trouver facilement sur internet. Voilà donc pour le narrative play. C'est un jeu donc avec beaucoup de restrictions, mais si vous aimez la régularité, vous êtes fait pour ça. Mais bon, il faut savoir qu'on, dans tous les cas, on peut jouer à tous les moyens de jouer. C'est pas un problème, tous vont vous plaire. Simplement, aujourd'hui, je vais vous présenter donc du jeu ouvert. Le jeu narratif, je vous présenterai peut-être une autre fois quand j'aurai fait un scénario, un vrai. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas assez de contreplaqué. Voilà. Ah oui, d'ailleurs,
petite anecdote, lorsque vous faites votre table de jeu, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Prenez du contreplaqué, c'est très important. Je vois pas du tout ce que ça vient faire là, mais bon, c'est important quand même. Voilà. Il y a une chose qu'il faut savoir avant tout, c'est que dans le jeu Warhammer, comme Terre du Milieu, toutes les distances se mesurent en pouces. Donc il faut savoir que 1 pouce égale 2,5 cm. Voilà. 2,54 cm si vous voulez, mais bon, c'est 2,5. Voilà. C'est facile à calculer, hein. Il suffit de faire des petites marques sur une règle, sur un mètre. C'est pas un problème, vous trouvez. Voilà. Donc, je voulais donc vous parler dans ce deuxième chapitre des profils de chacun des membres et personnages de la gamme. Car oui, chaque personnage a un profil qui lui est propre. Par exemple, un profil de distance qui donnera un nombre de pouces. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est qu'un hobbit, ça ira pas très vite. C'est du type jump, voilà. Donc ça fera plutôt une vitesse de 4 pouces. Un elfe ou un humain, c'est 6 pouces de distance. Et un warg, un warg, un cheval, ça ira à 10 pouces à peu près. Je sais pas s'il y a des figurines qui vont plus vite que 10 pouces, je sais pas. 10 pouces, c'est une grande distance. Il faut savoir que 2,5 pouces, ça fait environ beaucoup de centimètres. Voilà. Oui, c'est nul, dit comme ça, c'est nul, mais ça fait beaucoup de centimètres. Voilà. Donc, dans le système de jeu que je vais vous présenter, il y a donc des profils, donc pas que le mouvement, mais il y a aussi la puissance d'attaque, la puissance de combat, la puissance tout court aussi pour les héros. Bon, il y a beaucoup de caractéristiques de ce genre-là, comme ça. Ça, c'est donc pour les caractéristiques. Mais un profil représente beaucoup plus que les caractéristiques. Il y a plusieurs points dans les profils que je vous présenterai un à un, qui sont d'ailleurs marqués dans les règles, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, en tout début du livre, il y a donc les profils avec leurs caractéristiques. Alors, voyons ça. Donc, c'est cette page-là. Voilà. Un profil ressemble à peu près à ceci. Donc là, on a le profil de Elrond. Elrond, le chef de Rivendell, de Fontcombe, qui est donc un héros assez puissant, connu surtout. Et donc là, on nous dit qu'il a un mouvement de 6 pouces, une défense de 5. Bon, toutes ces caractéristiques seront vues plus tard. Voilà. Dans ce livre, dans le livre des règles de Middle-earth, les profils ne sont pas notés. Le seul profil qu'on a, c'est lui. C'est le profil exemple. Le seul profil. Sinon, si vous voulez les profils qui sont donc indispensables pour jouer, il vous faut 2 autres livres. Tout dépend après du jeu que vous voulez faire. Si vous voulez jouer avec des personnages du Seigneur des Anneaux, prenez ce livre-là. Celui-ci, qui est donc les armées du Seigneur des Anneaux, qui liste tous les profils des personnages du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc ça va de bons à méchants, une très vaste quantité. Simplement, dedans, vous n'aurez pas les profils du Hobbit, puisque c'est le Seigneur des Anneaux. Sinon, il y a un autre livre, donc les profils du Hobbit, que là, je n'ai pas avec moi, parce que je n'ai que le Seigneur des Anneaux, tout simplement. Je vais bientôt peut-être avoir le livre du Hobbit, je vais me débrouiller pour ça, hein, voilà. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais reprendre du coup le profil type, donc d'Elrond, et vous expliquer chacun des points de ces profils. Donc, il n'y a pas que les caractéristiques dans le profil, parce que le profil représente toute la carte de la personne. Donc, le profil a des mots-clés, donc par exemple d'où il vient, qu'est-ce que c'est comme espèce, de quel côté il est, voilà, si c'est un esprit ou pas, bon, voilà. Et c'est donc c'est grâce à ces keywords en anglais, ces mots-clés, qu'on va pouvoir activer les règles spéciales. D'ailleurs, à propos des
pouvoirs magiques. Je vous expliquerai pas les pouvoirs magiques dans cette vidéo parce que je les ai même pas compris moi-même en fait. Je les ai pas encore lus tout simplement. La cavalerie non plus. Voilà. Bien sûr, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo quand j'aurai des cavaliers, des monstres ou des magiciens. Magiciens, ça ne saurait tarder. Je vais bientôt avoir peut-être des soldats, donc un capitaine orc de Moranon, un chaman, une bannière et un tambour parmi eux. Donc je vais pouvoir, grâce au chaman, vous expliquer les règles des pouvoirs magiques. Voilà. Donc, en revenant donc au système des profils, il faut savoir qu'il y a, ici je compte, 11 points. Bon. Là c'est un héros donc il a beaucoup de points. Mais les points, je veux dire, pas des points, des points, des tirets quoi. Voilà. Donc, déjà, premier point, son nom. Elrond, Master of Rivendell. Elrond, chef de Foncombe. Et ensuite, en deuxième point, il y a les points. Deuxième tiret, il y a les points. Ce sera plus simple parce que sinon vous allez vous perdre. Là, on dit qu'il y a 70 points. Ah non, il y a 1 devant. 170 points, il y a une différence. Une grosse différence. 170 points, c'est beaucoup. Ça vaut 9 points. Le truc là. 9 points. Voilà. Ça, c'est 170. C'est normal. Elrond, c'est un guerrier fort. Un gros badass. Voilà. Donc, il a beaucoup de points. Donc, il faut savoir aussi, donc en troisième point, non, je pense que je vais arrêter avec les points parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre. Je vais dire tiret. En troisième tiret, il y a donc les mots-clés. Là, on dit elfe, Foncombe, infanterie, héros. Héros of Legend. Héros de légende. Alors, les héros sont accompagnés d'un mot-clé en plus du mot-clé héros, qui est soit héros de force, soit héros de valeur, soit héros de légende, soit héros indépendant, ou encore héros je sais plus quoi. Il y a un cinquième type, c'est héros, je vais vous lire ça tout de suite. Hop là. On y est. Héros mineur. Bon. Il nous parle d'Éowyn. Je savais pas qu'elle était mineure comme héros. Très bien. Voilà. Donc les héros ont en plus un mot-clé de plus. Donc sur la photo qu'on a ici, là, la photo on voit Elrond sur un cheval. Ça, ce n'est qu'une option. Le fait qu'il ait un cheval, ça ne représente qu'une option. C'est pour ça que dans son mot-clé, il est dit infanterie. Par contre, dans ces options, on dit heavy armor, donc une armure quoi. Il n'a pas toujours d'armure. Et horse, cheval. Chacune des options lui rapporte 10 points. Ça le fait 180 points en fait. S'il a les deux, ça fait 190 points. Donc ici, comme on peut voir qu'il a une armure et un cheval, il a en réalité 190 points. Ça fait beaucoup. Voilà. Les options, c'était considéré comme le quatrième tiret. Cinquième tiret, les caractéristiques. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le mouvement, la défense, l'attaque. J'ai tout voulu faire. Il y a combat, wound, blessure, ça veut dire vie en fait, c'est le nombre de vie, et courage. Et pour les héros, il y a, pour les héros, il y a 3 capacités de plus qui sont Might, Will and Fate, que je n'ai pas encore traduit parce que. Alors, Might ça veut dire puissance, Fate ça veut dire destin, et Will c'est volonté, je crois. Je sais plus. Donc voilà. Ça c'est pour les caractéristiques. Seuls les héros possèdent les 3 dernières caractéristiques que je vous ai citées. Alors après, dans le 6, il y a les règles additionnelles. 6e tiret. Les règles additionnelles, c'est des règles qui impactent les autres, par exemple. Si Elrond, alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, alors, si votre armée a Elrond, les chevaliers de Foncombe, pardon, c'est l'anglais, je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave,
Bon, ça veut dire quelque chose, ce sont des règles additionnelles, qu'on peut appeler comme ça, qui influent sur les personnages alentours, amis comme ennemis. Bon, vous voyez ce que je veux dire. En septième tiret, l'équipement. Alors, c'est un équipement, l'équipement c'est pratique parce que dans les règles donc, d'équipement, on peut apprendre que l'équipement permet d'avoir des règles bénéfiques ou maléfiques selon l'arme portée. Par exemple, Isildur, que nous voyons ici devant la colline, a une épée à 2 mains, comme vous pouvez le voir. L'épée à 2 mains fait perdre -1 au mouvement. Sauf que la particularité d'Isildur, c'est qu'il a une épée en... ils appellent ça une Master Forged Sword. Donc, une épée forgée... bon, pas forgée par un maître, on peut dire ça comme ça. Donc, ça se traduit par le fait que cette épée est pratique et donc enlève le -1 des épées à 2 mains. Donc en soi, il avance comme s'il avait une épée à une seule main. Voilà. L'équipement, donc ça sert à ça. Alors ici, Elrond a une particularité. Si vous avez lu le Silmarillion, vous comprendrez sans doute. On nous dit qu'il a la Vilya. Le Vilya, c'est un des 3 anneaux donnés aux elfes par Sauron, ou plutôt Morgoth. Bon, c'est quelqu'un d'autre. Faut lire le Silmarillion si vous voulez comprendre. La Vilya, donc, c'est un anneau qui donc donne un certain pouvoir à Elrond. Voilà. Et par exemple, là, on nous dit qu'il peut relancer le dé dans le cas où il utilise les points de fate. Voilà. Chose que je vous expliquerai après. Oui. Alors ensuite, c'est le 8e tiret. Les actions héroïques. Ça, quand je vous parlerai des héros, je en parlerai plus précisément. Il y a de nombreuses des actions héroïques, elles sont importantes parce que elles permettent des coups, en fait, ils sont un peu comme des bottes, en fait, des bottes secrètes, parce que ils sont assez pratiques souvent, très pratiques même. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir un héros. Là, ils ont aucun héros, mais ils sont beaucoup, ça les aide pas mal. Bon, voilà à quoi servent les actions héroïques. Les règles spéciales. Ici, on dit Terror, Woodland Creature. Ça veut dire que la terreur influe sur le courage. En fait, si un ennemi, par exemple un orc, voulait attaquer Elrond, et que Elrond a donc dans ses règles spéciales le mot terreur, et bien l'orc en question va devoir lancer un dé de courage test pour pouvoir voir s'il a assez de courage pour combattre Elrond. S'il n'a pas assez de courage, il ne pourra pas l'attaquer. Voilà. Ensuite, on nous dit Woodland Creature, donc créature des forêts. C'est pareil, ça influe sur quelque chose. Voilà. Donc, ensuite, on a d'autres règles. On nous dit, alors oui, la différence, c'est que parfois vous aurez il y a 3 manières de voir une règle spéciale. Les manières passive, active ou brutale. Donc, de la manière passive, en fait, le personnage n'aura besoin de rien faire pour que son pouvoir ait lieu. Donc, en gros, l'action vient de l'ennemi et pas de lui. Dans le cas actif, c'est le personnage en question qui va faire son attaque. C'est lui qui va réaliser la règle spéciale. Et enfin, le brutal, c'est pareil, c'est comme de l'actif, sauf que c'est vraiment brutal. Dans la capacité des Ents, par exemple, si vous voyez ce que c'est, un Ent, c'est un arbre qui marche. Bon, là, c'est une manière un peu basique de parler d'un Ent, mais c'est beaucoup plus qu'un arbre qui marche, un Ent. C'est quelqu'un d'assez sage, un esprit de la forêt en quelque sorte. Et donc un Ent, dans le Seigneur des Anneaux 2, donc les 2 tours, on voit que les Ents écrasent Isengard. C'est un spoil, bon, si vous n'avez pas aimé ça, vous me le dites dans les commentaires, je m'en excuserai. Voilà. Et donc ce que font les Ents, donc l'une des attaques des Ents, c'est une attaque brutale, c'est qu'ils peuvent prendre un ennemi, comme ça, et en faire une matraque. C'est un peu bourrin, effectivement, c'est très brutal.
Donc prendre un ennemi, en faire une matraque pour matraquer les autres. Un peu comme Obélix quand il joue avec les Romains, quoi. Mais avec un aide. Bon, c'est une attaque brutale. Sauron a ça aussi. Bon, les grands héros, les trolls, les trucs vraiment puissants, quoi, ont ce genre de choses. Ensuite, dernier tiré, les pouvoirs magiques. Pouvoirs magiques, donc c'est quelque chose que je ne peux pas encore vous expliquer dans cette vidéo. Là, on nous dit qu'il a 2 pouvoirs magiques. Bon, après, Elrond, on sait qu'il est un peu magicien sur les bords. Donc, on sait qu'il a quelques pouvoirs magiques. C'est donc quelque chose qui n'est pas toujours présent dans les profils. Parce que tout le monde n'a pas de pouvoir magique. Lui, par exemple, il a aucun pouvoir magique. Il sait même pas lancer une boule de feu ou un truc de genre là. Il sait rien faire. Bon. Voilà. Ça, c'était tout le principe des profils. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'informations. Mais qui sont très importantes. Si vous n'avez pas encore le livre des armées du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, vous pouvez inventer les profils selon ce que vous en pensez. Donc, par exemple, si lui, vous trouvez assez fort, il a une belle armure, bon, vous vous dites, ok, il va avancer de 6, sa force de combat, ça va être 4. Bon, je dis des trucs au hasard, hein, c'est pas forcément ça son profil. Mais bon, voilà. Il faut savoir que ça, c'est des orques d'élite, donc c'est pas des orques comme tant d'autres. Ce sont les orques de la Porte Noire, donc des orques vraiment très très améliorés, des orques qui ont beaucoup été entraînés. Ce sont des orques assez particuliers. Voilà. Voilà pour les profils. Voilà, donc nous allons commencer la partie. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, nous allons faire du jeu ouvert, de l'open play. Donc c'est moi qui fais mon scénario, c'est moi qui choisis mes armées. Bon, le contexte historique est donc assez particulier ici. Vous l'auriez peut-être vu dans une précédente vidéo où je vous dis que ici on a de la fin du 2e âge et là la fin du 3e âge. Une différence entre les deux. Une grosse différence même. Bon, dans le jeu ouvert, du coup, la première chose à réaliser quand on fait du jeu ouvert, c'est de définir les objectifs. Parce que dans le scénario, on les a, les objectifs. On nous dit ce que doit faire chacune des armées pour gagner. Ici, les orques, je vais dire qu'ils attaquent, que la dernière alliance défend. Et comme vous pouvez le voir sans doute maintenant sur votre écran, on remarque que derrière la colline, il y a une rivière. Une rivière gardée par quelques autres soldats dans des arrière-positions. Le but des orques va être de principalement atteindre la rivière pour pouvoir annexer une partie du territoire. Donc, vous pouvez le voir maintenant sur votre écran. On remarque qu'il y a une bonne distance entre la rivière et les orques. La colline fait d'effet d'obstacle. La colline donc représente un obstacle assez fort pour les orques. Tous ils sont nombreux, donc il y a autant de chances de gagner des armées comme pour l'autre. Voilà. Maintenant, donc, la partie va pouvoir commencer. Pour que les orques gagnent, ils doivent avoir 5 soldats derrière la rivière, au moins. Pour que les gentils gagnent, il faut que se passe 10 tours sans que les orques réussissent à annexer la rivière. C'est là qu'est le plus important. Défendre, attaquer. Chacune des armées a ses objectifs, la partie va pouvoir commencer.
Bien sûr, le jeu se fait avec des dés. Les dés, donc, sans ça, vous pouvez pas jouer. C'est pas possible. Ce sera pas possible parce que beaucoup de choses se font au hasard. Car dans la vraie vie, il y a aussi beaucoup de hasard. On s'en rend compte. Bref. Donc, le jeu va pouvoir commencer. Et il faut savoir que tout se fait en tour. Donc c'est normal, sinon on s'y perdrait. Sauf que peut-être, contrairement à ce que vous vous attendez, ce n'est pas un système de tour normal, car dans chaque tour, il y a des différentes phases qui ont lieu. Et la première, c'est la phase de priorité. La phase de priorité permettra de définir qui va commencer, tout simplement. Donc on va pouvoir commencer la partie qui se divise en 5 phases dans chaque tour. Donc un tour est composé de 5 phases. La première phase, c'est la phase de priorité, où, donc je vous en ai déjà parlé, chaque joueur va lancer un dé et voir qui a le plus grand score, et ainsi on pourra voir qui va commencer. Ensuite, il y a la phase de mouvement, où chacun des joueurs va pouvoir bouger ses personnages l'un à la suite de l'autre, du coup en suivant l'ordre de priorité. Et ainsi pouvoir arriver à un résultat final où tout le monde a bougé. Il est à savoir, justement, je vous disais qu'il y allait avoir contrariété et différence envers la manière dont vous connaissez les tours. En fait, c'est sous des tours intervertis. Donc, d'abord, vous avez phase de priorité. Imaginons que j'ai eu la priorité. Mon adversaire ne l'est pas, du coup, je commence. Je vais bouger mes personnages. Après, ce n'est pas moi qui vais commencer et passer sur l'autre phase. C'est lui qui va bouger ses personnages après que moi je les ai bougés. Puis après, va avoir lieu la phase de tir, où moi je vais tirer, puis après lui va tirer. Après, la phase de combat. Dans ce cas-là, il n'y a pas de priorité prise en compte, c'est simplement le joueur qui a la priorité qui jouera en premier. Je vous expliquerai aussi plus simplement. Et enfin, après la phase de combat, aura lieu la phase de fin, où on enlèvera les blessés, on fera un petit brief du tour et voilà. Bon, la partie va pouvoir commencer. On va dire que je suis le joueur orc. On va dire que sinon l'autre joueur c'est moi aussi, mais sous une autre forme. Donc voilà ce qui va se passer. Donc si on a 2 dés, chacun d'une couleur différente, un rouge et un blanc. Le rouge correspond au dé de priorité des orques, le blanc correspond au dé de priorité des Numénoréens et archers de Foncombe. Archers, il n'y a pas que des archers d'ailleurs, plutôt guerriers de Foncombe. Donc moi j'ai lancé mon dé. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur votre écran, normalement vous verrez les tiens. Voilà. 2 pour les orques et 3 pour les gentils. Donc c'est les gentils qui commencent. Donc les gentils vont bouger leur personnage en premier selon une stratégie apparente qui va être assez pratique en fait. Parce que généralement on fait pas ça n'importe comment, on bouge les personnes mais on fait en sorte de gagner quand même. Donc alors, la première chose dont on va avoir besoin c'est un mètre. Voilà, petit mètre. Truc pratique. Juste tenir quoi. Alors, donc là c'est les gentils qui vont bouger en premier. C'est pas une très bonne chose parce que c'est eux qui défendent, donc ils devraient plutôt se porter sur l'avancée des ennemis. Alors, il est à savoir que ici, tout le monde avance de 6 pouces. Parce que des orques, des elfes, des humains, pas beaucoup de différence, donc tout le monde avance de 6 pouces. D'ailleurs, je vais garder le livre des profils sur mes genoux pour pouvoir utiliser le livre à bon escient. Donc je sais que les orques de Moranon bougent à 6 pouces. Ici, bon, tout le monde a 6 pouces. Donc, ici nous avons un guerrier de Rivendell de Foncombe. Donc là, ils ont été placés en ligne. Bon, parce que c'est souvent une formation que prennent
les elfes, si vous avez remarqué hein, dans les films, c'est souvent une formation qui est assez prise en compte par eux. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est avancer. Pas tout leur mouvement. Moi je pense qu'il faut faire comme ça, parce que en attaque, il ne faut pas se jeter sur l'ennemi. Pardon, quand on défend, il ne faut pas se jeter sur l'ennemi. Donc lui, alors, il doit savoir que 6 pouces égale 15 cm. Voilà. Donc ça c'est dit. 6 pouces égale 15 cm. Donc moi je prends la règle, je regarde 15 cm et j'avance mon archer. Comme ceci. Et comme je ne veux pas exactement aller jusqu'à 15 cm, je vais aller jusqu'à 7,5, soit la moitié. Voilà. Donc après, c'est pas trop compliqué. Hein. S'ils sont au même endroit au départ, il n'y a pas de raison qu'ils soient pas au même endroit à la fin. Étant donné qu'ils avancent tous dans le même sens. Voilà. Celui-ci va avancer un petit peu aussi. Voilà, on va dire comme ceci. Voilà. Et moi, je décide de ne pas bouger plus de personnages parce que je ne vois pas encore de grande utilité à ça. Donc, pour moi, c'est la fin de mon tour. Maintenant, l'orc va jouer. Ce que va faire l'orc, c'est tout simple, c'est de avancer vers l'avant en allant le plus vite possible. Donc lui, il va bien faire ses 15 cm. Alors, il se trouve maintenant que s'il avance de 15 cm, il va se retrouver dans la zone de contrôle de l'elfe. Vous voyez, il y a un petit espace qui correspond à moins 20 pouces. Ici, on a 1,5 cm. Sauf que le principe de la zone de contrôle, c'est quelque chose à prendre en compte qui est très important, puisque ça vous permet d'avoir une meilleure vision sur votre jeu. Dans le sens où si tout le monde est collé, vous avez du mal à bouger le personnage. Voilà. Donc la zone de contrôle, en fait, c'est une espèce d'espace vital entre chaque personnage. Donc il doit y avoir forcément un pouce entre chaque personnage. Donc il ne peut pas y avoir de personnage près comme ceci. Dans certains cas, le personnage peut coller l'autre personnage. Ça, ce sont des cas que j'expliquerai après. Voilà. Donc ici, l'orc avance, il ne peut pas avancer parce qu'il entre dans la contrôle zone de l'elfe. Donc il ne peut pas passer. On n'a pas le droit d'entrer dans une zone de contrôle d'une autre figurine, qu'elle soit amie ou ennemie. Par contre, ce que peut faire l'orc, c'est attaquer l'elfe. Il était ici, sur cette position-là. Et là, donc il avance de 15, il peut charger l'elfe. Parce que là, il rentre dans sa contrôle zone de contrôle. Bon, j'ai l'habitude de parler anglais parce que j'ai appris les règles en anglais. Donc je dis souvent contrôle zone, move phase, fight phase, à la place des mots français. Vous l'entendrez souvent dans la vidéo, je pense. Donc lui, il avance de 15 cm pour rentrer en contact et charger son ennemi. Et dans ce cas-là, comme on peut le voir ici, les deux ennemis sont en contact. Les deux socles se touchent. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'ils sont en combat. C'est comme ça qu'on fera pour désigner les figurines qui sont en combat l'une contre l'autre. Pendant la phase de combat, toutes les figurines qui seront en contact sont considérées comme en combat. Après, si par exemple, ça aurait été l'inverse, si c'était les orques qui avaient bougé en premier et lui qui avait attaqué l'elfe en premier, l'elfe après n'aurait pas eu le droit de rompre le combat. Une fois qu'il est engagé dans le combat avec un orque, il n'a pas le droit de faire par exemple 10 cm en arrière. Il n'a pas le droit. Il doit rester sur ses positions et combattre l'orque, c'est obligé. Une fois donc qu'on est entré en contact avec une autre figurine, on est comme immobilisé en fait. Voilà. Maintenant chacun des orques va avancer et donc essayer de supprimer au mieux les ennemis. Voilà. Lui il va ici, il n'entre pas dans la zone de contrôle de l'elfe tout simplement
qu'il n'a pas assez de distance. Celui-ci va utiliser quelque chose qui va peut-être lui permettre de passer ici, malgré la zone de contrôle des deux combattants, car lorsque on combat, la zone de contrôle est annulée. C'est comme s'il n'y avait que les deux socles pour parfaitement passer au rat sans interdiction. Voilà. Donc lui avance de 15 cm et ainsi de suite. Lui il va rentrer en contact avec l'épéiste numéro 1. Lui va faire de même et celui-ci. Et les orques vont donc continuer d'avancer de cette manière. Maintenant, nous allons faire quelque chose qui est un peu différent, qui fait partie donc de l'équipement. Il se trouve que ce personnage est armé d'une lance. Une pointe. Spur en anglais. Donc, cette arme va lui permettre, en fait, par sa longueur, de supporter en fait un de ses camarades qui était ici, lui, et donc va se lancer sur son camarade, ici. Voilà. Il se met en contact avec lui. Ça veut dire qu'il y a 3 personnages en contact. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, donc les autres vont pouvoir avancer, étant donné que la plupart sont pris. La plupart des ennemis sont, disons, en combat, la plupart. Et donc, vous pouvez pouvoir avancer un peu de la manière la plus simple du monde, hein, comme ça. Tout en inspectant les zones de contrôle. Voilà. Tout le monde a bougé, tout est fait. Maintenant, après la phase de mouvement, s'ensuit la phase de tir, où tous les personnages armés d'arc ou d'armes de lancer vont pouvoir réaliser des tirs. Donc, pour réaliser un tir, il faut vérifier déjà si il faut déjà donc localiser les deux combattants. On peut dire par exemple que celui-là, cet archer, sur la colline, va viser celui-ci. Donc la première chose qu'on fait, on vérifie si le tir est possible par la ligne de mire. On va prendre un mètre et 2 manières. Soit on se met derrière l'elfe et on regarde, on met son œil derrière l'elfe et on regarde s'il est possible de voir entièrement la personne. Voilà. Sinon, si on n'a pas les moyens, comme maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le mètre, on met au point de tir, c'est-à-dire le point de l'archer, et on regarde si aucun obstacle ne gêne le mètre. Bon. On constate que à peu près la cible est possible. Ouais. Voilà. Effectivement, le tir est possible. On va se réaliser un tir par l'archer. Donc déjà, on sait donc que la puissance de tir d'un archer avec un arc elfe, tel qu'ici, est de 24 pouces, donc une portée de 24 pouces et une force de, laissez-moi regarder,
Alors voilà, avec une force de 3. La force donc permet de définir la puissance des dégâts réalisés. Donc, il va y avoir 2 lancers de dés de la part de l'elfe. Le premier lancer va être de lancer pour toucher sa victime, pour que la flèche atteigne le corps de l'orque. Donc ce qu'on va faire, c'est rolling to hit, HIT, hein, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer 2 choses. On va voir quel est Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer pour toucher la victime, pour atteindre son corps. Voilà. Pour que le système puisse fonctionner. Voilà. Donc ce qui va se passer, donc, alors là, maintenant, l'archer, maintenant qu'il a choisi sa victime, l'orque en question, va pouvoir tirer et voir donc s'il a touché sa victime. Donc, il va y avoir donc 2 lancers de dés. Le premier donc pour toucher, rolling to hit, HIT. Donc c'est pour voir si la flèche va atteindre le corps ou une partie du corps, quelle qu'elle soit, de sa victime. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, pour voir si le tir est réussi, on va prendre la valeur de tir de l'archer, qui est dans les livres des profils. On va aller à la page désignant l'elfe. Qui est ici. Donc on nous dit, donc dans les caractéristiques, il faut voir fight, F, et c'est marqué 3+. Regardez dans les caractéristiques, ce personnage, ici, F, il est marqué 5/3+. 3+, c'est la valeur qu'il aura réalisée pour toucher sa victime. Il doit faire au moins 3 pour que le tir soit réalisé. Et que donc la victime se fasse toucher. On va donc lancer le dé unique, et voir ce que ça donne. 6. Alors peut-être n'avez-vous pas vu. Voilà, effectivement, il y a eu 6. Voilà. Donc 6, le tir est une réussite. La cible est touchée. Maintenant, il faut voir si la cible a été blessée. Parce que si ça a ricoché sur son armure, ça n'a absolument rien fait. Si par contre la flèche est rentrée à travers l'armure, qui est une armure de plaque, comme on peut le voir, hein, et bien dans ce cas-là, peut-être qu'il y a une chance. Et dans ce cas-là, il va falloir comparer la force et la défense. La force de l'arc et la défense du personnage. La force de l'arc, on vous l'a dit tout à l'heure, c'était une force de 3. La défense du personnage, il me semble que c'est une défense de 5. Il faut que je regarde. On va chercher dans Orc de Morannon. Voilà.
ici, et il nous dit défense de 5. Ici. Comme vous pouvez le voir, défense 5. Donc c'est là qu'on va comparer les deux valeurs à la page 40, qui est une page extrêmement importante, une page emblématique dans le livre. Dans l'autre livre, pas dans celui-là. Celui-ci, la page 40, est extrêmement importante. Sans ça, vous pouvez absolument rien faire. Je pense que c'est même la deuxième chose la plus importante après les dés. Donc, page 40. Et en fait, la page 40, on aura la charte pour blesser. Ici, on a une espèce de graphique, qui dit ici force et là défense. On va comparer les deux. On va voir quel lancer de dés doit faire le tireur ou le combattant, enfin celui qui combat, pour réaliser son tir et pour que la personne soit blessée. Donc on compare. On sait que la défense de l'orque est de 5. On regarde dans la colonne 5, ici. Bon, il y a une certaine série de valeurs. Et ensuite dans la force, on va regarder 3. 5, 3. Et on donne un lancer de plus 5. Ici. Donc va avoir lieu un nouveau lancer de dés. Si l'archer fait au moins 5, c'est une réussite. Et dans ce cas-là, le personnage sera mort. Étant donné que les orques n'ont qu'un seul wound, qu'une seule vie. Contrairement aux héros qui peuvent en avoir 2 ou 3. Voilà. Et c'est un 1, donc c'est perdu. Ce n'est pas réussi par l'elfe. Ça aurait réussi, donc l'être serait mort. Donc le tir n'a pas été réalisé. Bon, donc voilà, donc c'est fichu pour celui-ci. Ce qu'il faut faire un autre archer, qui est ici, là, peut atteindre cet orque-là encore. Qui va relancer une fois le dé. Rolling to hit, c'est le même personnage que l'archer qui était sur la colline, c'est la même personne. Donc c'est le même profil. D'abord, il doit faire 3, au moins 3 pour toucher et au moins 5 pour blesser. Allons-y. 6. 6 pour avoir touché. Et ensuite, on essaye. On va changer de dé. Voilà. Au moins 5. C'est 3. 3, ce n'est pas réussi. Donc, l'être est toujours vivant. Ça aurait été beaucoup plus pratique si les deux lancers de dés avaient été inversés. Alors, il n'est pas autorisé de lancer 2 dés comme ça. Lancer 2 dés. Sinon, c'est un peu... Bon, là, 1, 2, mais... Sinon, si on avait lancé les 2 dés, il aurait fait 6 et 3. Parce que là, ça n'aurait pas... ça aurait pu fonctionner. Mais bon. Je sais pas pourquoi ils interdisent ça dans les règles. Bon, je pense que, étant donné qu'on est en jeu ouvert, ça peut être interchangé. Mais bon, après tout, dans le jeu ouvert, vous faites comme vous voulez. Donc, à vous de choisir. Voilà. Donc, sinon, nous avons les autres archers qui sont là-bas. Vous ne voyez pas. Les 5 autres. Mais du coup, ici, sur le terrain, sur le champ de bataille, nous n'avons que 2 au front. L'un sur la colline et l'autre sur le bas de la colline. Voilà. Donc, maintenant, a eu lieu la phase de tir, puisqu'il n'y a pas d'archer ou de soldat possédant une arme à distance présent dans les rangs. Donc va avoir lieu la phase de combat. Donc là, on remarque qu'il y a 3 figurines en combat. Ici, ici et là. On marque les 3 combats. Donc ici, la phase de priorité ne va pas être prise en compte. La première chose qui a lieu dans un combat, parce que un combat est divisé en différentes parties, c'est la phase de duel. Il va y avoir un duel entre les deux combattants. Et donc voilà. Ici, donc, toujours le dé rouge les orques, le dé blanc les elfes ou les hommes. Voilà, la dernière alliance. Donc, qui a la priorité?
c'est la dernière alliance, donc ils vont lancer le dé en premier, c'est juste cela que ça change. Donc voyons voir, ça fait 6, c'est une réussite. Si l'orque ne fait pas 6, il aura perdu. S'il fait 6, on relancera les dés. Et c'est un 2. Donc là, celui qui va perdre, c'est l'orque. Donc je récupère mes dés. Donc l'orque va reculer de 1 pouce. C'est la première chose qu'il doit faire. Il recule d'1 pouce après avoir perdu ce combat. Voilà. Tout en gardant un minimum de contrôle zone entre lui et lui. Donc on s'arrange, hein, ici on se débrouille pour que la contrôle zone soit toujours valable. Donc maintenant que lui, comme il sait qu'il a réussi à le vaincre, on va voir s'il a vraiment blessé. S'il est juste égratigné ou s'il a complètement enfoncé son épée dans le corps. À voir. C'est là donc qu'on va comparer de nouveau deux valeurs, la valeur force et la valeur défense. Donc on sait qu'un orque de Morannon, on s'en souvient, a une défense de 5. Lui, sa force, il me semble que c'est 4. Je vais regarder pour être sûr. Effectivement, il y a une force non pas de 4, mais de 3. Bon, 3 contre 5. On a déjà fait l'expérience. Il me semble que c'est 5. Ouais. Page 40. 3 a une défense de 5, c'est 5. Donc c'est un combat qui va être encore assez compliqué pour l'elfe. Parce que 5, ça nous représente 5 ou 6, c'est qu'un tiers des chances. Donc on va voir s'il réussit son combat. S'il réussit à faire 5 ou 6, l'orque est mort. Voilà. 4, pas de chance. Donc le tir n'a pas réussi, il n'y a pas encore eu de mort. C'est loupé. Ici, alors là on aura une particularité sur ce combat-là. Comme on peut le voir, il y a 3 belligérants. Il y a l'elfe et 2 orques. Donc lui va supporter son combat grâce à sa pointe. Donc ce qui va avoir lieu, c'est donc la liaison entre lui et lui qui va en fait être bénéfique pour son combat. Donc en fait, particularité, c'est que donc l'elfe va lancer un dé. C'est tout, on va dire que l'elfe a le dé rouge. Et E2, en fait, lui, son boulot, ça va être donc de le supporter. Et pendant le duel, du coup, il va comme lui donner un dé en plus. C'est-à-dire que lui, il ne va lancer qu'un seul dé. Et lui, il va en lancer 2. La particularité, donc c'est pas l'addition des 2 dés. Si par exemple je fais 6 et 2, ça fait 8, lui, il n'aura pas la possibilité de réaliser le tir. Ce qui a lieu, donc en fait, c'est qu'on tire les 2 dés. Et c'est que le meilleur score qui est pris en compte. Donc lui, hop, il part, donc il n'y a que le 4. C'est pour ça qu'en fait, ça donne une chance de plus de gagner le combat. Voilà le bénéfice d'avoir une pointe derrière le dos, prêt à aider. Voilà. Donc qui est la priorité, c'est les elfes. Donc l'elfe va tirer en premier et fait un 1. Bon. Devine que le combat est un peu perdu d'avance. Le duel a lieu. 4 pour les orques et 2 aussi. Donc il n'y a que le 4 qui est pris en compte. Et le 1, du coup, est balancé. Voilà. Donc l'elfe perd le combat. Il va reculer de 1. Lui, comme il est toujours en contact avec son camarade, il va aussi reculer de 1, qui est toujours la zone de contrôle. Maintenant, lui va réaliser des strikes. Donc c'est pour voir s'il arrive à blesser son ennemi. Ça se voit dans les attaques. Les attaques. On va regarder les attaques de l'orque, qui est donc une des caractéristiques du profil. Et on nous dit qu'il a une attaque. Ça veut dire qu'il va lancer seulement un seul dé. Donc il va lancer un dé. Et là c'est pareil, on va comparer la force et la défense. Alors je me souviens, j'ai vu tout à l'heure, la défense
de lui, c'est 5. La force de lui, c'est 4. Donc, il va y avoir une parallélisme 4, 5. On va regarder ça tout de suite à la page 40. Page 40. Page 40, on apprend que la force de l'orque est de 4, la défense de l'elfe est de 5. Donc, le système dit qu'il faut faire au moins 5 pour le battre. C'est quelque chose qu'on avait déjà expérimenté avec l'autre combattant. Donc pour tuer l'elfe, il va devoir faire au moins 5. Et bien c'est une réussite, 5, tout juste. Donc l'elfe va mourir, étant donné que eux aussi, bon, ils n'ont qu'un seul wound. Donc l'elfe est éliminé du jeu, donc pour l'instant je le mets au sol. Et à la fin du jeu, donc à la phase de fin qui s'approche maintenant, on va pouvoir enlever le soldat et le mettre de côté. Alors vous allez me dire, oui, bah pourquoi pas le prendre et le mettre de côté. Franchement, on peut tout à fait le faire. Je sais pas pourquoi le jeu veut qu'on fasse comme ça. Je pense que c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Directement de côté. Voilà. Donc maintenant, nouveau combat entre lui et lui. Bon, lui étant donné qu'il a une pique, ça fait rien, il est quand même considéré comme un soldat normal. Donc il va y avoir, pareil, un lancement de dés. Le rouge pour les orques, le blanc pour l'humain, la dernière alliance. On va retirer l'ancien dé. Le duel va avoir lieu. Donc l'orque va tirer un 6 et l'autre un 2. Donc c'est l'épéiste qui recule. Comme ceci. Voilà. L'épéiste a reculé. Et lui va faire ses strikes. Donc en strike, je vais lancer seulement un seul dé. J'en ai pris 2, je sais pas pourquoi. Et donc on sait toujours que cette fois, donc ça va être différent. Ce n'est pas tout à fait à la même personne qui le combat. La dernière fois c'était contre un elfe, là c'est contre quelqu'un d'autre. Donc on sait toujours que l'orque ici a une force de 4. On va regarder la force de l'épéiste. Voilà. Donc la force, elle est de 4 et la défense est de 4 également. Donc, quelque chose qu'il faut toujours savoir, force de 4, défense de 4. Donc lui, force de 4, défense de 4. Il faut savoir que le résultat de la charte sera toujours 4. Dans le cas où les deux force et défense sont égaux, ce sera toujours 4. Toujours. Donc on sait que l'orque doit faire au moins 4 pour tuer l'ennemi. Donc voilà, il va lancer son dé au moins 4, donc une chance sur 2. 3, c'est loupé. Donc il n'y a pas de mort. Et voilà donc pour toutes les phases de combat. Voilà. Donc maintenant que la phase est terminée, donc phase de fin. Donc on va vérifier si tous les modèles ont bien gardé leur zone de contrôle. Donc on ajuste, voilà. Puis voilà, hop, comme ceci. Ah, tiens, ici on remarque même qu'il n'y avait pas une zone de contrôle très respectée. Voilà, bon, j'ai une petite idée de la taille d'un pouce à peu près. Hein. Voilà. Donc, ceci étant, le tour est terminé. Bon, c'était un tour emblématique, hein, c'était un tour pour vous montrer un peu le jeu.
Ça, c'était donc vraiment le système de fonctionnement d'un tour. Après, je pense que ça, enfin, tout ceci ne représente pas les règles complètes, ça ne représente qu'une partie des règles. Et par exemple, il y a des règles qui sont beaucoup plus compliquées dans certains cas. La preuve, je pense pas pouvoir vous expliquer tout ça dans une vidéo aussi courte que celle que j'ai faite. Donc là, je vous ai simplement présenté la suite et la succession des phases. Donc voilà, j'espère que je vous ai compris. Donc on s'est compris comme ceci. Hein. Et voilà. Donc comme ça, vous avez pu voir les lancers de dés. Donc encore une fois, les profils sont importants parce que sinon, pas facilement recréables. Et voilà. Merci beaucoup de votre visionnage. Si ça vous a plu, dites-le dans les commentaires. Voilà, parce que c'est bientôt donc la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai pas tout dit. Franchement, si vous avez des questions, des trucs que vous ne comprenez pas, envoyez-moi en commentaire. Pareil, j'y répondrai avec joie. Parce que bon, j'ai peut-être pas été parfaitement clair dans cette vidéo. Parce que bon, c'est mes premières vidéos, c'est le début de ma chaîne YouTube. Donc je suis pas encore très habitué, quoi. Bon, ça va venir avec le temps, hein. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà. Aussi, je ferai des tutos sur la construction de terrain. Alors récemment, je suis parti sur donc toujours sur cette map là. Je suis parti sur la construction d'une forteresse. Bon, qui n'est pas encore présente ici. Mon dernier terrain construit, c'est la rivière. Voilà. Donc voilà. Bon, du coup, je donnerai des différents tutos. Voilà, donc non pas seulement du tuto pour faire des terrains, mais aussi pour peindre les soldats. D'ailleurs, alors je pourrais pas tous vous montrer comment les peindre parce que là, bon, j'avais un petit nombre, je pourrais pas vous montrer plus comment faire pour peindre un orc parce que bon, j'ai tout fait, je pourrais pas vous montrer comme ceci, la chose. Par contre, ce que je pourrais vous montrer, c'est comment peindre ça, parce qu'il m'en reste en fait. Il y en a que j'ai pas encore peint. Comment peindre ceux-là, c'est pareil, il m'en reste. Comment peindre égépéiste numénoréen. Voilà, c'est les trois que je pourrais vous montrer pour les peindre. Alors j'ai dû vous dire dans une vidéo, je me suis trompé. Je vous ai dit que ceux-là, vous apprendrai à les peindre. En fait, non, je me suis rendu compte que je n'en avais plus, donc je ne pourrais pas vous montrer. Voilà. Bon. Avant tout, du coup, ça c'était pour les règles. Si vous avez, franchement, c'est très important. Hein, si vous avez des questions, faut demander. Puis, si ça n'a pas été assez clair, je pense que je referai une vidéo. Au cas où ça a vraiment été pas clair. Et voilà. Donc, je vous conseille aussi donc, les deux livres. Les deux livres de Games Workshop qui sont donc tous les deux en anglais. Mais bon, c'est bien, ça permet de travailler. Hein. Personnellement, je suis encore en troisième. Donc ça me permet d'apprendre l'anglais d'une manière assez particulièrement amusante, ludique quoi. Franchement ces deux livres là, je vous les recommande. Et voilà. Bon, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je dois vous dire au revoir. Merci du coup beaucoup de votre visionnage et de votre patience.